La dernière élection présidentielle française a été suivie de très près par les Français de l'étranger qui ont largement soutenu Emmanuel Macron. Une mission parlementaire est actuellement menée pour remettre à plat le système fiscal et social de ces mêmes expatriés. Avec nous pour en parler, Anne Genetet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée La République En Marche de la 11e circonscription des Français établis hors de France, Asie, Océanie, Europe de l'Est. Vous nous direz tout à l'heure comment vous faites au juste pour être au plus près des expatriés dans votre circonscription. Peut-être d'abord un mot sur l'actualité. 2 législatives partielles avaient lieu hier, l'une dans l'Oise, l'autre à Belfort. 2 revers pour votre parti, le parti présidentiel La République En Marche. Comment est-ce que vous accueillez ces premiers couacs? Alors, revers, je ne sais pas, déception bien entendu. Mais je voudrais d'abord saluer Isabelle Muller-Coix, ma collègue du Val d'Oise, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en tout début de mandature et qui est une fille formidable et dont je salue le courage, la détermination, l'énergie. Elle s'est battue, elle a perdu, c'est le jeu de la démocratie. C'est ainsi qu'on choisit les Français de sa circonscription. Isabelle a par ailleurs plein d'idées, plein d'énergie. Je suis sûre qu'elle va les mettre au service de notre mouvement et on va continuer à avancer au service de la France. Ça en fait un de moins, mais on est encore suffisamment nombreux pour pouvoir avancer sur le projet de transformation du président Emmanuel Macron. Alors Gisèle Oise, vous avez raison, c'est bien entendu le Val d'Oise, ça fait pas un, ça fait 2 députés de moins à l'Assemblée. La question que posent beaucoup de médias français aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un vote local ou est-ce que c'est une sanction pour la politique menée par le gouvernement d'Édouard Philippe? Alors je pense que c'est un peu entre les deux. Vous savez que nous sommes fervents du en même temps. Donc c'est évidemment local, mais il ne faut pas s'arrêter au local. Il y a forcément une dimension, d'abord nous sommes députés de la nation, nous ne sommes pas seulement députés d'une circonscription, seul le mode de scrutin nous rattache à une circonscription. Donc c'est aussi national. Pour autant, en faire une sanction de M. Macron, je pense que c'est un peu exagéré. Mathématiquement, je pense que les 7000 voix qui ont permis au candidat LR de l'emporter sont faibles statistiquement par rapport à l'ensemble des électeurs et des Français. Alors, 6 mois après les élections législatives, Capital a dressé un bilan sur l'activité des députés à l'Assemblée nationale. Capital, magazine français, a épluché l'activité de 572 députés. Résultat, il parle de cancre des députés de La République En Marche à l'Assemblée. Comment est-ce que vous accueillez cela? Alors, je voudrais savoir sur quelle base il se place. Et il y a beaucoup d'activités qu'ont les députés qui ne sont absolument pas répertoriées. Par exemple, dans mon cas, le Premier ministre Édouard Philippe m'a confié une mission parlementaire. Elle n'apparaît pas dans les statistiques. Le travail que je fais, les auditions, ça apparaît nulle part. Il n'y a aucun document qui liste le nombre d'heures que je consacre à ça. Du coup, on va me juger sur ma présence en commission, où je signe des documents. Là, la présence est obligatoire. On doit signer un registre de présence. En hémicycle, où il n'y a pas de registre de présence, il y a fort souvent des conflits d'agenda entre les réunions en commission, l'hémicycle. Donc, mesurer la présence d'un député, l'activité et l'efficacité d'un député à sa seule présence dans l'hémicycle, par exemple, est tout à fait illusoire et tout à fait imparfaite. D'ailleurs, François de Rugy l'a dit, l'a souligné, et il envisage d'avoir d'autres outils qui permettent de mesurer l'activité d'un député. Voyons les résultats. 11e circonscription des Français de l'étranger, c'est la vôtre. Asie, Océanie, Europe de l'Est. On a tout simplement envie de vous demander comment faites-vous pour être au plus près de vos administrés? Est-ce que vous utilisez notamment les réseaux sociaux? Alors, bien entendu, je crois qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. On n'est plus à l'époque où il fallait voir les gens un par un. C'est vrai que moi, dans mon cas, je n'ai pas un marché pour aller tracter le dimanche matin, c'est certain. Mais nous avons les réseaux sociaux. Moi, j'utilise des visioconférences avec un outil sur téléphone mobile. Ça, je le fais tous les 2 mois avec mes élus de terrain. Je fais des Facebook Live, comme le fait notre Premier ministre, une fois par mois avec mes administrés. Et derrière, je vois que les vidéos sont énormément regardées. J'ai envoyé des newsletters. Il y en a une d'ailleurs qui est partie aujourd'hui. Je fais tout un tas je fais des vidéos toutes les semaines, je fais mon agenda de la semaine. Enfin, tous les moyens sont bons pour communiquer, avec un petit bémol, un peu plus compliqué pour communiquer avec la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas accès à Facebook, notamment, n'a pas accès aux mêmes réseaux sociaux, n'a pas accès à WhatsApp. Donc il faut que les administrés là-bas aient accès à un VPN. Les VPN ne sont pas tous autorisés, donc il y a un peu de complexité technique. Donc c'est un peu plus difficile. Il y a quand même 30 000 Français en Chine, je rappelle. 30 000 Français qui vivent en Chine. Alors vous venez de faire voter un amendement qui facilite la vie des Français à l'étranger pour immatriculer un véhicule, une voiture notamment, et renouveler leur permis de conduire. Alors pour nous, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En quoi c'est un casse-tête jusque-là? C'est tout simple. Quand vous voulez faire ces documents-là, il vous faut un justificatif de domicile en France. On est à l'étranger, on n'en a pas. Que faisions-nous? On triche. On va se faire domicilier chez un parent, un cousin, etc. Voilà. On fait comme on peut. Et puis on finit par avoir notre duplicata de permis de conduire. Car qui peut jurer qu'il ne va jamais avoir son permis qui passe en machine ou qui se le fait voler? Donc c'était important. La voiture, c'était absurde. On a tous la possibilité, hors Union européenne, d'acheter une voiture qu'on appelle TT, les plaques rouges que vous pouvez peut-être voir parfois, qui sont des voitures achetées hors taxe. Et le certificat d'immatriculation est domicilié chez nous, à l'étranger.
Pourquoi là, ça n'aurait pas été possible? Donc, tous les outils existaient, mais ils n'avaient juste jamais été mis en œuvre. Et enfin, on va pouvoir vivre dans la légalité. C'est quand même mieux. Les Français qui choisissent l'expatriation sont toujours plus nombreux. Ils partent de plus en plus loin. Problème, leur protection sociale se dégrade. Comment peut-on y remédier selon vous? Alors, se dégrade, oui et non. Il y a des outils. Nous avons un système qui prolonge notre système de sécurité sociale qui s'appelle la Caisse des Français de l'étranger, qui est un organisme mixte, qui est à la fois un organisme privé avec une mission de service public et qui permet d'offrir une couverture sociale à un certain nombre de Français. Il était à l'origine fait pour que les entreprises le prennent à leur charge. Aujourd'hui, la majorité des Français qui partent ne sont plus pris en charge par des entreprises. Ils partent tout seuls, sont des audacieux qui prennent un risque et qui s'installent quelque part. Donc c'est un peu compliqué. Donc il y a des assurances privées qui viennent en concurrence avec cet organisme-là. Donc ça sera l'objet de la mission, de voir s'il faut développer cette concurrence, sous quelle forme, que pouvons-nous offrir et à quel tarif pour des Français qui n'ont pas la protection d'une entreprise. Alors il y a une étude récente qui est parue, je vous rassure, c'est pas Capital qui l'a réalisée. Un expatrié sur deux, 53%, n'a pas de couverture retraite au-delà du régime local obligatoire. On a le sentiment que les expatriés sont totalement hors champ. Alors, oui et non. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont parfaitement conscientes qu'elles n'ont pas de protection retraite et donc décident de faire un capital retraite, d'épargner pour leur retraite. Et donc d'autres problèmes se posent. Vous avez des gens qui ont constitué un capital qui sera forcément pris en compte pour l'attribution de bourses scolaires par exemple. Et eux, du fait de ce capital retraite, ils n'y touchent absolument pas, ne pourront pas répondre aux critères de bourse, alors que d'autres qui continuent à cotiser notre régime par répartition auront la possibilité d'avoir accès à une bourse. Donc il y a des tas de problèmes qui se posent, mais il y a des Français qui ont une épargne retraite sous cette forme-là. Maintenant, chez les plus jeunes, il est vrai qu'il y a un manque de prise de conscience sur les enjeux assurantiels, je dirais au sens large. Beaucoup de jeunes partent sans assurance santé, sans assurance retraite. Et quand un jour un problème se pose, là, les complications arrivent. Et c'est vrai que nos consulats, parfois, sont confrontés à des situations tout à fait socialement dramatiques de jeunes qui n'ont pas anticipé. Je rappelle que quand un certain nombre de Français partent à l'étranger, ils ont pris un risque de leur plein gré. Personne ne les a poussés à partir. Et il faut absolument que nous réfléchissions à une façon de les informer pour qu'ils sachent se protéger au mieux aussi avec les outils dont nous disposons, publics ou privés. Alors vous parlez du recours au consulat, c'est bien entendu quand la situation se dégrade subitement, une maladie par exemple qui arrive. Par exemple, une absence de ressources, une rupture familiale. Un changement important dans sa vie. Un accident grave, voilà. Et pour celles et ceux qui nous regardent justement, au lieu d'attendre ce moment-là, quel peut être le recours aujourd'hui pour se tourner vers ces questions et ces problématiques? Alors les recours, faut-il parler de recours? Je ne sais pas, mais en tout cas les encourager, les encourager à se renseigner sur les systèmes. Alors actuellement, le seul système public, c'est la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. C'est le seul qui existe. Est-il accessible? C'est une autre question parce qu'au point de vue tarif, il est parfois pas forcément adapté à la nouvelle situation des Français de l'étranger, qui a donc changé depuis la création de la CFE. Ensuite, il y a des assurances privées. Il y a aussi, il ne faut pas oublier ceux qui souhaitent passer en France ou revenir en France temporairement. Et là, il faut aussi une protection. Il y a des assureurs privés qui protègent dans le pays où vous êtes, mais ne protègent pas dans le pays d'origine dont vous êtes. Donc, il faut bien regarder toutes les petites lignes, tous les détails, pour être sûr qu'on est couvert pour tous les risques que l'on cherche à couvrir. Ça, c'est très important. Vous étiez en déplacement avec le président français Emmanuel Macron en Chine. Vous le disiez tout à l'heure, 30 000 Français y vivent. Comment ça s'est passé? Quel était votre rôle, vous, au cours de ce voyage? Alors, je pense que vis-à-vis notamment de la Chine, c'est toujours intéressant d'avoir une délégation de parlementaires, pouvoir parler. Il se trouve que j'étais déjà fin décembre avec des parlementaires chinois à Pékin et Canton et Hong Kong. C'est intéressant d'avoir ces échanges pour voir comment la voix du peuple s'exprime. Je ne parlerai pas de démocratie, mais de voix du peuple, qui s'exprime à l'évidence différemment chez nous et en Chine. C'est toujours intéressant et moi je suis convaincue que, pour reprendre ce que dit M. Macron, sans donner de leçons, sans en recevoir, et ça permet de rappeler nos valeurs. Donc notre présence à ce titre était intéressante. Alors, quel est votre quotidien, vous, de député? C'est votre premier mandat? Absolument, premier Vous avez mandat. Une large circonscription. Oui. On imagine 49 que pays. Vous devez vous déplacer. Prenons l'Europe de l'Est, par exemple. L'Europe de l'Est, c'est vaste. Quelle est votre zone d'action? Alors, l'Europe de l'Est, on démarre, si on va du nord au sud, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, et ensuite je sors de l'Europe. Je passe aux républiques d'Asie centrale, je descends vers l'Iran, puis ensuite je passe sur le continent indien, l'Asie du Sud-Est, la Chine, etc. Donc en Europe, je dirais plutôt Europe orientale. C'est vraiment Russie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie. Les 4 pays principaux qui sont chez moi. 30 000 Français en Chine et combien de Français chez vous au total? Alors en tout, c'est très difficile à dire. On a toujours beaucoup de mal à chiffrer le nombre de Français. D'ailleurs, il nous manque clairement une étude sur qui sont les Français à l'étranger. Vraiment inscrits dans les consulats, 1,7 million, pardon. Chez moi, 153 000. Votants, 92 000. Mais probablement beaucoup plus. Je prends l'exemple de la Thaïlande. La Thaïlande, on a à peu près 13 000 Français inscrits au consulat. En réalité, qui y vivent, on est plus près probablement de 30 000 et qui y passent
passe tous les jours en touriste, on en a 40 000. C'est-à-dire qu'à chaque instant T, chaque jour, on a 70 000 Français en Thaïlande. C'est juste énorme. C'est un travail considérable pour nos autorités, notre poste diplomatique et consulaire sur place. Je le disais en vous présentant, beaucoup de Français expatriés ont voté pour Emmanuel Macron. Oui. Ça sera sans doute un test lors de toutes les prochaines élections. On imagine que vous êtes très très attendu, La République En Marche, par cet électorat. Absolument, nous sommes très attendus. Alors je pense aussi que ça témoigne, je le disais tout à l'heure, un Français qui part est un Français qui est audacieux. C'est un Français qui sort de sa zone de confort, c'est un Français qui prend et qui a pris des risques. Et je pense que ça se ressent dans le vote pour M. Emmanuel Macron, qui était clairement un vote d'audace. Parce qu'on ne savait pas d'où il venait, on ne savait pas exactement où il allait. C'était pas facile de choisir. C'est l'expression de Français audacieux qu'on retrouve dans ce vote. Maintenant, ils nous attendent, mais ils nous attendent à la fois sur des sujets pour eux, Français à l'étranger, mais également pour la nation, parce que les Français qui ont voté sont des Français très intéressés par le destin national. Et ça, c'est une des priorités que je souhaite mettre dans mon mandat, c'est que les Français qui sont présents à l'étranger soient enfin compris et enfin réintègrent le destin national. Nous ne sommes pas des enfants gâtés, nous ne sommes pas des exilés fiscaux, nous ne sommes pas des gens qui avons fui la France. Moi, je suis partie à la suite d'une mutation professionnelle. Et puis, 1 an est devenu 2, est devenu 3, est devenu 12. Parce que je suis aussi une Française établie à l'extérieur. Nous sommes des Français en mobilité. Nous bougeons. Certains restent, certains s'installent, certains se déplacent, changent de pays, reviennent en France, repartent. Nos étudiants, qui n'a pas autour de soi un jeune qui part avec un Erasmus ou un Mondus, maintenant, qui part à l'autre bout du monde? On en a tous autour de nous. Et c'est cette mobilité qu'il faut défendre et qu'il faut protéger. Et qui est essentielle, parce que nos entreprises, quand elles partent, elles ont besoin de nous. Merci beaucoup, Anne Genetet, députée des Français établis dans la 11e circonscription. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.